Et bonjour, et bonsoir, et bonjour, et bonsoir, et au revoir, et salut. Et donc, bienvenue dans cet épisode numéro 2 des podcasts nuls de merde. Des podcasts merdiques. Oh, c'est nul. Pas grave. Donc, aujourd'hui, suite à un vote extrêmement impartial, je vais donc vous parler du char qui a révolutionné la guerre. Du moins, l'histoire des chars. Lui, c'est un des plus révolutionnaires et influents de l'histoire. Vous savez pas, bon, voilà. C'est emblématique. Et donc, à l'époque où c'était juste des grosses boîtes, tous les chars, en gros, il avait une configuration innovante. Et c'était si novateur qu'aujourd'hui, c'est encore la norme des chars. Quand même fou, non? Et donc, devinez de qui il s'agit? Make a standing ovation for the Renault FT! Avec ma voix de bébé en plus, ça va pas marcher. Oh, pas grave. Donc, bon, du coup, il y a des historiens qui vont le qualifier jusqu'à premier char moderne au monde. Tellement il était fou, quoi. Donc, déjà, le contexte. Commençons sur de bonnes bases. On est en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Après qu'il y a un type qui est flingué un autre en Serbie. Mais en fait, on va croire que la guerre va être très rapide, ce sera affaire de quelques semaines avec les moyens du bord. Mais ça va devenir des progrès dans l'armement, principalement artillerie, mitrailleuse, aviation et tout ça, et ça a changé la nature des combats, les rendant plus meurtriers. Vous comprenez déjà la douille. Les différents belligérants alors, ils sont dans un état de guerre totale, ils mobilisent tous leurs moyens pour soutenir la guerre, l'effort de guerre, pardon. Comment dire, pour la France, c'est le champ de bataille principal, surtout avec l'alliance du Nord et de l'Est. C'est une catastrophe. Logique, c'est une catastrophe. Avant la guerre, ces régions, elles produisaient... Attendez, j'ai les chiffres. Elles produisaient 75% du charbon, 81% de la fonte et 63% de l'acier. Et comme c'est les zones envahies, ça va pas le faire. Là, déjà, il y a une grosse douille. Vous comprenez? Du coup, avec les usines les plus modernes en plus. C'est quand même fou, là. Donc la France va se retrouver dans la première guerre industrielle en soi, avec une production amputée quasiment. Comment expliquer? Du coup, dès le mois de septembre, l'armée française commence à recevoir... Pardon. Commence à recevoir des engins motorisés armés. Mais la guerre devient rapidement, du coup, ça va être une guerre de position. Du coup, les véhicules, c'est nul. Ça va être pas une blitzkrieg pendant la Seconde Guerre. Donc, comme ça ne peut pas franchir les tranchées et manœuvrer sur un terrain accidenté, en 1915, Anglais et Français se lancent dans la conception d'engins blindés pour sortir de l'impasse et reprendre l'offensive. Pendant que les Allemands ils se concentrent sur l'artillerie. Et donc en France, le GOAT ultime va spawn. Je parle bien sûr de Monsieur Jean Estienne, commandant du 22e d'artillerie. À votre avis, qui c'est? Oui, bon, vous avez écouté l'épisode d'avant. C'est le papa des chars. Français, pardon. Le père des chars français. Et donc, il imagine un truc appelé artillerie d'assaut. Un canon monté sur un engin blindé à chenilles. Donc, c'est dérivé du Holt, duquel s'inspirent beaucoup de chars de cette époque, comme le Mark. Avec ses chenilles, et c'était déjà utilisé, tracteur Holt, pour tracter les pièces lourdes. Donc, sous son impulsion, le prototype du Schneider CA conçu par Eugène Brillier est présenté en 1915 à Raymond Poincaré. Et donc, en 1916, 400 chars sont commandés. Donc, je vous la fais courte. La compagnie des forges et aciéries de la marine d'Omécourt, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils vont recevoir la commande des 400 chars Saint-Chamond, du coup, le concurrent direct du Schneider. Et les Britanniques, eux, vont déployer les premiers les chars, avec les marques. Le Mark 1, 15 septembre 1916, bataille de la Somme. C'est là où je vis, Donc, sur les 49 chars rassemblés pour l'attaque, 136 atteignent la ligne de front et 27 traversent le No Man's Land. Bon, c'est pas vraiment No Man's Land avec les tonnes de types qui sont morts. Mais 16, seuls 3 sont coopératifs. Maintenant, passons au développement du Renault FT. Pourquoi on en est venu à là? Estienne avait approché M. Renault le 21 décembre 1915 pour un projet de véhicule blindé à chenilles. Mais donc Renault il a dit non désolé mais on est déjà à plein régime pour produire du matériel de guerre. Désolé mais ça va pas le faire Estienne, ça va pas le faire. Et il n'a aucune expérience surtout. Il est con pour faire les chars. Et dire qu'il a dit ça alors qu'il va créer le char le plus révolutionnaire de la guerre. Donc il va se développer sur Schneider, qui va développer le Saint-Chamond, patati, patata, premier char. Mais 16 juillet 1916, Estienne, il a réussi à convaincre Renault, il a réussi à le patauger. Et donc il se lance à développer un char
Et donc Estienne imagine un truc qu'il appelle le fantassin blindé. C'est une sorte d'armure mobile à roues. Ça permet aux fantassins de se déplacer sur un champ de bataille dans nos magasins. Selon lui, les chars lourds de l'époque, ça n'a pas peu d'avenir, comme les marques, tout ça. Leur équipage trop nombreux, le coût de production qui explose. Mais ça devient rapidement évident que c'est pas réaliste d'avoir un seul type pour conduire et diriger l'armement. Donc ça va être biplace. C'était le plus petit qu'on pouvait faire. Renault, du coup, il va s'impliquer beaucoup et dire qu'il voulait pas. Donc, il y aura une limite de 7 tonnes, estimant que le moteur disponible ne pouvait pas offrir une mobilité suffisante aux chars lourds. La première utilisation des chars britanniques lors de la bataille de la Somme de septembre 1916 lui donnera raison. On est d'accord. Donc, le char léger de Renault, contrairement aux anciens, il est très très maniable. Il se faufile facilement, gravit de fortes pentes et malgré sa petite taille, peut franchir de larges tranchées. Il doit cette mobilité à ses chenilles propulsives, qui lui permettent de se déplacer sur tout type de terrain. Je sais pas ce que je lis, j'ai copié-collé Wikipédia. Ainsi qu'à sa queue arrière qui l'empêche de se renverser. Je déconne. Plutôt que d'avoir du coup une grosse boîte de combat en forme de boîte, il y avait une structure semi-monocoque, comme on peut justement le constater ici. Une disposition interne similaire au char moderne. C'est-à-dire, quand on dit char moderne, je vous la fais courte. Compartiment pour conduire au centre. Armement au milieu, propulsion à l'arrière. Vous comprenez? Bien, repassons. Donc, on a été où Ah oui, à la disposition. Donc, je viens de vous dire cockpit à l'avant, tourelle au centre et propulsion arrière. On va parler de la tourelle après, car ça aussi c'est révolutionnaire. C'est justement car c'est le premier char équipé d'une tourelle qui peut tourner. Donc, il peut tirer à 360 degrés et on n'a besoin que d'un seul canon. Les coups d'un coup, ils chutent. C'est très peu d'argent du coup, comme on n'a besoin que d'une seule arme. Et donc l'échec des chars britanniques lors de la bataille de la Somme, on a le commandement français accordé très peu d'intérêt aux chars, car pour eux c'est de la merde. Et Nivelle, ce gros alors commandant en chef, n'avait lui-même que peu confiance. C'était aussi un imbécile, hein, désolé. Je vous parlerai de ça. Il voulait plutôt privilégier les tracteurs d'artillerie chenillés, pour les canons GPF, je crois. Néanmoins, le premier prototype du FT est livré en 1917. Et en mars, 150 chars sont commandés. 150 chars test. Le 16 avril, premier déploiement au combat des Schneider est un échec. Sur les 128 chars engagés, plus de la moitié furent détruits par l'artillerie allemande. Et donc, certains se demandent, est-ce que les chars, du coup, ils ont un avenir? Ou est-ce que c'est un gaspillage d'argent et de ressources? Les partisans des chars sont divisés en deux camps. Du coup, vous en doutez, ceux qui prenaient les chars super lourds, ultra blindés et capables de passer les ennemis comme les FCM2C, je vous en parlerai, et ceux qui préfèrent les chars légers comme le Renault FT, produits en grande quantité pour submerger l'ennemi. Ça ressemble un peu aux stratégies soviétiques. La question, ça sera jamais clairement tranché jusqu'en 1918 du coup, jusqu'à la fin de la guerre finalement. Le 15 mai 1917, le général Nivelle fut remplacé par Pétain, bien plus qui mit fin aux offensives à outrance et opta pour une stratégie défensive, et attendant l'arrivée des chars et des Américains pour relancer l'offensive. Il était bien plus favorable aux chars. Il ordonna que le nombre de FT soit porté à 3500. Pour répondre à la demande, Renault décida de produire des chars comme on produit des voitures, comme Ford. Vous savez, avec les chaînes de montage. C'était surtout sur la forme modalité. Il était très optimiste. Et il disait livrer 2000 FT entre juillet et novembre 1917. Soit 400 chars par mois. Ouais, bon, il était un peu trop optimiste, le mec. Cependant, ça se révèle totalement impossible en raison d'un manque de matières premières et de main-d'œuvre qualifiée. Entre août et décembre 1917, 84 chars furent produits, dont 30 non blindés pour la formation des équipages. Le manque d'acier est une telle grande, et la grande poulie de renvoi située à l'avant du char est en bois carrément. Renault chercha également à obtenir de l'acier en Grande-Bretagne, mais les Britanniques avaient leurs propres problèmes, et l'acier fourni était cher et pas toujours de bonne qualité. Comprenez. Et donc, pour accélérer la production, dès 1917, Renault invita d'autres constructeurs français et américains à produire sous licence son char. Donc là, il va demander, genre, je crois, à la marine de Micourt, tout ça. Et donc, malgré ces obstacles, il va livrer 200 chars par mois à partir de mars 1918. Et l'armée française ne commandera pas moins de 7820. Ça fait beaucoup. Donc, Berliet, Saumuat et Delaunay-Belleville se mirent à produire 3880 exemplaires. Et plus de 3940 commandés à Renault. Finalement, 3177 chars furent livrés avant l'armistice.
dont environ la moitié fut fabriquée dans l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, près de Paris. Après la Première Guerre mondiale, le FT fut exporté en grand nombre. C'est logique. Et des copies et modèles dérivés ont été fabriqués, donc aux États-Unis, en Italie et en URSS. Et donc, mes chers amis, nous allons maintenant parler de la partie que j'aime le plus. Les caractéristiques. Alors, ça fait déjà 10 minutes, mais bon, pas grave. Vous êtes encore là, vous êtes les goats. Je sais que personne ne regardera cette vidéo. Peut-être des types perdus sur YouTube qui s'ennuient. Donc, alors, bien, passons. Donc, tout d'abord, je vous ai déjà parlé conduite à l'avant, combat au centre, propulsion arrière. Déjà, c'est révolutionnaire, c'est moderne. La queue arrière permet d'allonger le franchissement. Ensuite, le fait que la chenille dépasse légèrement. Ça lui permet de franchir sans se bloquer comme ses prédécesseurs. Donc, si on reprend depuis le début, il est révolutionnaire à plusieurs niveaux. Là, je vous ai dit vite fait. Ça reste un modèle de référence pour les chars modernes. La conception a peu évolué depuis. Donc, contrairement aux autres chars de son époque qui ressemblaient à des grosses bobettes, il avait une structure semi-monocoque, constituée de plaques de blindage assemblées à angle droit. Ça se voit très clairement. La caisse reposait sur les chenilles et supportait une tourelle armée. La disposition interne devenue standard est toujours utilisée aujourd'hui, comme je vous ai dit juste avant, avec cockpit avant, tourelle centre et propulsion arrière. De toute façon, je vous ai déjà dit. Avec une cloison, c'est important de le dire. Mais ça soulageait en partie l'équipage du bruit et de la chaleur. Car du coup, le problème du Mark 1, par exemple, c'était que c'était très chaud et bruyant. C'était quand même assourdissant dedans, hein. Il n'y avait pas de système de communication interne. Du coup, le petit pélo, le chef de char, c'était lui. Le tireur et chargeur aussi. Du coup, il était assis comme on le voit ici sur une sangle. Et comme, c'est mieux pour tirer avec la Hotchkiss. Une sangle derrière le conducteur. Et il donnait ses ordres en appuyant son genou sur le dos du pilote. Ou en tapotant sur son casque. Non, bon, jusque là on est bon. Et donc, la visibilité, c'est juste... Désolé, c'est juste une petite fente, micro-fente. En revanche, contrairement à ses prédécesseurs, le FT avait une très grande maniabilité, grâce à sa taille compacte et sa légèreté. 5 mètres... Attendez, je vous mets les mensurations. Alors, donc, il faisait 5 mètres de long, jusque là on est bon, 1,74 m de haut avec la petite coupole, et 2,14 m de profondeur, de largeur, pour un poids de 6,5 tonnes. Il a de très petites mensurations. C'est nettement plus agile que le Mark et le Saint-Chamond, dont je vous ai parlé à la dernière vidéo. Vous pouvez également compter sur ses chenilles larges et ses roues directrices propulsives, et sa queue arrière amovible qui l'empêchait de basculer. À l'époque, on n'avait tout simplement jamais vu un char aussi mobile. C'était révolutionnaire. Et donc, la roue de guidage pouvait coulisser d'avant en arrière afin d'ajuster la tension des chenilles. Un mécanisme devenu standard par la suite sur les chars. Initialement en bois avec des jantes en acier pour économiser le métal. En raison des problèmes évidents de résistance, la grande roue de guidage fut remplacée par des roues en acier sur les chars de production ultérieure. Le FT était équipé d'un moteur Renault de 35 chevaux, d'une très grande fiabilité, du moins par rapport à ses prédécesseurs. S'il ne permettait pas au char d'aller à 18 km/h sur route et 3 en souterrain, ce qui est très faible pour un char léger, même à l'époque, le Mark 1 de 28 tonnes avait une vitesse sur route de 6 km/h et le Saint-Chamond 22 tonnes 12 km/h. C'est aussi dû à la taille du moteur et à ses cylindres, contrairement au char précédent. Mais accompagné de l'infanterie, cette vitesse était alors jugée plus que suffisante, car il n'était pas destiné à agir seul. Le moteur donc était également conçu pour fonctionner normalement, quelle que soit l'inclinaison. Contrairement aux problèmes par exemple sur le Sofusca même si c'est un avion. Donc le moteur, il monte des pentes à 80% bien qu'à seulement 2 km/h. C'est quand même pas si mal. La capacité de franchissement était cruciale pour lui permettre de sortir des tranchées. Toutefois, il était sujet à des problèmes de courroies de ventilateur qui ne furent résolus qu'après-guerre. Et donc, mi-1918, des tentatives de débridage des moteurs de certains FT furent essayées. Et donc ça va permettre d'atteindre les 12 km/h. Cependant, cela entraîna des grosses surchauffes du moteur. Et donc ça va faire la panne de tous les FT modifiés. L'idée fut alors abandonnée. On a dit. Alors sur le plan du blindage,
Le FT surprend par sa supériorité par rapport aux chars de son époque malgré son faible poids. Le Saint-Chamois avait un blindage avant de 11,5 mm sur le côté, 8,5 mm et 5,5 mm sur le dessus. Tandis que le Mark IV avait un blindage de 14 mm si je me souviens bien. Le FT il possédait un blindage latéral. Attendez. Ah, j'arrive pas à activer le truc. Il possédait un blindage latéral du coup de 16 mm, c'est-à-dire sur à peu près tout ça. 8 mm sur le dessus. Excusez-moi. 6 au plancher. On connaît pas vraiment la tourelle, mais ça devait plus être 16 mm et 8 mm. Mais après, ce sera porté à 22 mm. Un char léger avec un blindage plus épais que des chars lourds, ouais, il y a une douille. Bon, ça a bien marché. Mais c'est une doctrine d'utilisation différente. Si les Marques et Saint-Chamond sont si grands, c'est parce qu'ils ont été conçus pour écraser les réseaux de barbelés et franchir des très larges tranchées, et agir surtout seuls. Tandis que le FT, c'est pour agir en groupe. Et donc on disait que c'était nécessaire d'avoir un char très long. On dit qu'un char long, on dit grande surface de blindage. Donc beaucoup de métal. Il était ainsi techniquement impossible de mettre un blindage épais et donc lourd. Il faut commencer à comprendre. Avec un Mark 1 de 28 tonnes pour seulement 6 km/h et un Saint-Chamond de 22 tonnes pour 3 km/h, comme je vous l'ai dit. Ouais, un blindage plus lourd n'aurait fait que les ralentir encore davantage. Oui. Ça paraît des problèmes pour se mouvoir en terrain meuble ou même déplacer jusqu'au champ de bataille. Même les trains, ils ont souffert. À l'inverse, la taille compacte du FT rationalise le volume du blindage. C'est quand même bien pratique. La tourelle rotative réduit le nombre d'armes nécessaires. En contrepartie, il ne peut accueillir qu'un moteur de faible dimension, malheureusement. Mais c'est nécessaire. Et c'est insuffisant. Cette tourelle est l'un des éléments les plus révolutionnaires du FT. Justement. Inspirée des tourelles des navires de guerre. C'est comme les cuirassés. Entièrement rotatives. 360 degrés. Et donc, c'était de façon à offrir une bonne visibilité et un champ de tir 360 degrés avec un seul canon, qui réduisait les coûts. Là, par exemple, on peut voir sur les deux plans que j'ai, c'est que sur lui, il y a le mortier Blockhaus Schneider, et sur lui, il y a la mitrailleuse Hotchkiss. On n'a pas de dessin avec comme ça en coupe. Bref, c'était le premier char à en être équipé. Du coup, c'est pour ça qu'il était révolutionnaire. Les premiers chars avaient une tourelle tronconique basse, inclinée vers l'avant et coulée d'une seule pièce. Conçue pour une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm, c'est-à-dire celle-ci. En avril 17, Estienne décida que certains chars devaient être armés d'un canon. Et donc, Ah non, merde, je me suis gouré. Le Puto SA-18 37 mm fut choisi. Désolé, c'était pas le Schneider. Et les ordres furent faites pour réaliser une tourelle en fonte capable de l'accueillir. Mais ça a pris du temps. Ainsi, les premiers 150 chars destinés uniquement à l'entraînement furent fabriqués en acier non trempé, donc sans blindage, et équipés de cette première tourelle. Jusque là, c'est bon. Pendant ce temps, la société Berlier conçut une tourelle octogonale. Plus simple à produire avec des plates de blindage rivetées. Comme là, on le voit sur celui-là, on voit qu'il y a des rivets. On le voit très très bien. Pouvant facilement être adapté pour la mitrailleuse Hotchkiss ou le canon Puto. L'armée française adopta alors une stratégie similaire aux Britanniques. Moi qui les aime pas, avec une version mâle, armée du canon 37 mm, et une version femelle, armée d'une mitrailleuse 8 mm. La fameuse Hotchkiss, indémodable. À comparer avec les Mark 1 armés de 2 canons de 57 mm et 3 mitrailleuses. Le Saint-Chamond qui disposait d'un canon 75 et 4 mitrailleuses. Mais c'était pour une autre doctrine en soi. Sur le champ de bataille, les versions mâles et femelles avec des roues complémentaires. Donc, les mâles détruisaient les positions ennemies en faisant exploser le tout avec le puto, et les femelles, elles réduisaient en bouillie les soldats. Accessoirement, c'est beaucoup plus facile, et donc économique, de fabriquer une mitrailleuse qu'un canon. En 1918, Forge et aciérie Paul Géreux développa une tourelle circulaire moulée, qui devint plus courante que la Berlier dans les derniers stades de la guerre. Fort de son succès, le Renault FT a donné lieu à diverses variantes. Le char mitrailleur, qui est le concept de base, donc avec la Hotchkiss 1914 mm, le canon, armé du canon court Puto SA-18 de 37 mm, comme on l'a dit avant, c'est la version la plus produite. Le TSF, télégraphie sans fil, c'est un véhicule de commandement radio, où la tourelle avait été supprimée pour accueillir l'équipement radio à un équipage de 3 hommes. C'était pas très produit. 200 avaient été commandés, mais seulement 100 furent produits. On en trouve que très peu d'images d'ailleurs. Le FT-75BS est un canon automoteur destiné à soutenir les autres FT. Ah, c'est lui qui était armé de l'obusier Schneider d'ailleurs. Au canon court de 75 mm dans une tourelle fixe plus grand.
Cette science fut recommandée, mais la guerre prit fin avant qu'il ne soit utilisé au combat. Dommage. Il avait eu du potentiel selon moi. Hop. Et seuls 40 furent effectivement produits. Au milieu des années 20, certains FT furent modifiés pour améliorer leur performance. Ce qui donnera le FT Kégresse, avec les chenilles en caoutchouc. Donc, désolé, mais j'ai pas plus d'infos. C'est tout ce qu'on aura pour aujourd'hui. Mais il faut être content, je vous ai donné du coup quelques-unes de ces variantes, les caractéristiques, je vous ai donné quoi d'autre? Le développement et le contexte. Bon, bref. On se dit à la prochaine. Allez, tchuss les gueux, prenez soin de vous, et que la République veille sur vous, et que le Royaume de Belgique, que les Suisses, que les Soviétiques et que tout le monde. Allez, au revoir.